Notre association est une association qui maintenant se définit comme une association de lutte contre les discriminations, et en mettant en avant que la plus grande des discriminations ressenties en Europe, enfin, parmi tous les gens qui habitent en Europe, ce sont les discriminations liées à l'âge. C'est-à-dire qu'avant le sexisme, l'homophobie, le racisme, c'est tout ce qui est les préjugés contre les jeunes, les personnes âgées qui est le plus fort. Et est-ce que vous pouvez nous dire en fait quand est-ce qu'elle a été créée cette association? En 2006. D'accord. Et quelles sont les missions et les missions? Oui, mais... Et votre but en fait, pourquoi vous avez créé effectivement cette association? À l'origine, c'était pour dénoncer la maltraitance envers les personnes âgées et avoir une autre approche en termes de formation dans les métiers des services à la personne. Et quel est votre moyen de communication? Le bouche à oreille. D'ailleurs, on a une de nos actions qui s'appelle bouche à oreille sur les couronneries. Les flyers, les affiches. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? Les réseaux sociaux, Facebook. On a 2 sites internet, un qui s'appelle CIFSP, un qui s'appelle Agisme. Et qu'est-ce que ça vous apporte en fait personnellement, le fait d'aider les gens, de donner son temps aussi En fait, c'est que ça approfondit la vision des choses et du monde. C'est-à-dire qu'on n'est pas... Voilà, nous, on refuse ce qu'est le caritarisme, la charité, de dire je vais aider celui qui est plus pauvre ou plus malheureux que moi. C'est vraiment l'idée de l'entraide et la solidarité. Et de dire que je vais, bien sûr, une personne qui est en fauteuil, elle a besoin d'aide pour se lever. Mais il faut aussi chercher ce qu'elle peut m'apporter. Et être le plus possible dans une position d'égalité. Égalité des droits et égalité dans l'échange. Vraiment la notion d'égalité entre les êtres humains et arrêter de les mettre dans des cases. Et bien ça, à chaque fois, on l'approfondit, on le diffuse, on s'auto-enrichit de tout ça. D'accord. Et par exemple, si aujourd'hui, moi, je vais intégrer votre association, quelle démarche je peux faire il y a un entretien avec 2 services civiques où on voit les compétences, les envies, parce que tout le monde n'a pas envie, par exemple, d'aller chez des personnes qui sont très atteintes de telle pathologie ou tout ça. Donc, c'est pas on rentre dans la case ou pas, c'est on voit comment on peut mettre en face des Legos, les uns avec les autres. Il y a donc ces entretiens, et puis avec les coordonnées, je suis libre tel jour à telle heure, voilà, il y a aussi des trucs très factuels, et puis de la formation. Il y a 2 à 3 jours de formation et une journée quasi obligatoire avant tout début de rencontre. Après, il peut y avoir un tuilage, c'est-à-dire qu'avant de faire des visites à domicile, on peut choisir de faire d'être bénévole au centre de loisirs où ça sera en collectif. C'est-à-dire plutôt d'être tout seul à domicile, de voir, d'être mise en situation dans les activités de loisirs. Alors bienvenue dans cette 3e émission des Brouillards. Aujourd'hui nous sommes avec monsieur Siegfried Burgeaud. Est-ce que s'il vous plaît vous pouvez nous parler un peu plus de votre association? Alors vous êtes au CRIJ Poitou-Charentes, qui veut dire Centre Régional Information Jeunesse. C'est une association qui a été créée en 1976 et qui accueille tous les jeunes de 15 à 30 ans, mais même voire plus, et qui propose des informations sur tout un tas de sujets qui les concernent, l'emploi, le logement, la formation, la santé, la mobilité européenne. D'accord. Et est-ce que vous pouvez me dire dans quel but en fait l'association a été créée? Alors c'est une association qui a été créée suite à une initiative nationale née à Paris sur des jeunes qui proposaient des offres de jobs d'été à d'autres jeunes. Et par la suite, en fait,
à cette époque-là, ils se sont rendus compte qu'ils avaient besoin de lieux dans toute la France pour pouvoir proposer de l'information. Par rapport au financement, est-ce que vous recevez des aides? Alors on a plusieurs sources de financement. Un premier financement de l'État, un second de la région Nouvelle-Aquitaine, un financement de Grand Poitiers, un financement de la ville de Poitiers, et puis après un financement de la Commission européenne. D'accord, ça fait beaucoup. Oui. Bien. Et quelles sont donc vos plages horaires? Alors on est ouvert du lundi au vendredi de 13h à 18h, mais le CRIJ c'est aussi ouvert le matin pour la partie coworking, avec un accueil, mais pas d'information, d'information jeunesse, et le soir sur des événements selon la programmation. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, me parler de vous, votre parcours, Oui. ce qui a fait qu'aujourd'hui vous êtes là? D'accord. Mon parcours. Alors j'ai fait un bac professionnel dans le bâtiment et ensuite quand l'armée m'a appelé pour faire mon service militaire, j'ai préféré devenir objecteur de conscience à l'époque. Et l'objectorat, c'était de venir travailler, en tout cas de faire objecteur de conscience dans une association. Et donc je suis rentré ici en 1997. Après je suis devenu emploi jeune pour faire de l'accompagnement multimédia pour tout public en 2000 et aujourd'hui je suis chef de projet salarié du CRIJ. Donc, est-ce que vous pouvez me parler en 2-3 mots, votre association En fait, l'aumônerie catholique a été beaucoup sollicitée pour des sorties par les personnes détenues, puisque c'est la seule association qui rentre dans les cellules. Donc, et eux, ils ne pouvaient pas subvenir aux besoins en fait, qui leur étaient demandés, et puis en plus, ce n'était pas leur travail, entre guillemets. Donc, il y a eu une réunion publique, et au bout de cette réunion publique, il y a une association qui a été créée, donc R3SP, qui est le réseau de solidarité et de soutien aux sortants et sortantes de prison, justement pour permettre d'accompagner au mieux les personnes vers leur sortie, vers une permission aussi. Et quelle est la zone géographique d'intervention? Tout ça dépend. Quelquefois, souvent on est sollicité par le détenu, donc on va aller chercher, c'est pour une formation ou pour se présenter pour un hébergement, ou quelquefois il a juste besoin qu'on le ramène à la gare s'il n'a pas de famille. Vous avez un lien direct en fait avec... Oui, on va les chercher à la sortie de prison et on les emmène en fait sur le lieu où ils doivent aller. D'accord. Et quels sont les moyens de communication pour vous faire connaître? Alors on souhaite que les détenus nous écrivent, mais le 3/4 du temps c'est le conseiller d'insertion qui prend contact avec nous, parce qu'ils sont un petit peu débordés, ils ne peuvent pas tout faire, donc comme disait ma collègue, on est un petit peu leur joker. Et pour devenir bénévole dans votre association, quelles sont les démarches à faire? Il faut être motivé et avoir envie d'aider les autres. Et avoir le permis de conduire. Et avoir le permis de conduire, et la voiture. surtout, et la voiture. Très important. Et Parce quels qu'il sont faut les aller avantages chercher à pour vous l'école. d'être bénévole? L'avantage, je dirais que c'est quand on voit qu'on amène un petit peu de bonheur et un petit peu de confort à la personne qui sort, c'est quand même agréable. Donc, est-ce que vous pouvez me parler en quelques mots, votre association, la date de création, votre mission et aussi le but de votre association? Alors, notre association s'appelle CRI Fréquence Pierre Levée. Elle a été créée il y a environ 35 ans. Elle est destinée aux familles de détenus qui appellent à la radio et passent un message pour le détenu qui écoute normalement en cellule. Le but, c'est de favoriser les liens familiaux, resserrer les liens familiaux. Et pour les familles, est-ce que vous êtes en relation directe avec eux? Non. Ou c'est juste Non. par radio? Par radio. On ne connaît pas les familles, en fait. On les connaît on les connaît par téléphone, quoi, c'est tout. Comment on fait pour devenir bénévole chez vous? Quelle démarche il faut venir nous voir, il faut écouter d'abord la radio, écouter l'émission, pour savoir comment ça se passe, de quoi ça retourne quand même, parce que les messages ne sont pas forcément évidents. Il faut être à l'écoute. Et
faut venir nous voir à RCF, voir comment on fonctionne. Et puis, si certains veulent venir nous rejoindre, au contraire, on est preneurs. Et quels sont les avantages en tant que bénévole? Vu que vous êtes bénévole, quel avantage en fait ça vous rapporte? On sent qu'on fait du bien, enfin qu'on aide les gens, quoi, qu'on met en lien la famille et les détenus, et ça nous donne une certaine satisfaction quand même, hein. Voilà, puis on est reconnu par les familles qui nous disent c'est important ce que vous faites, donc ça nous donne vraiment l'envie de continuer. L'association Mine de Rien, elle existe depuis octobre-novembre 2016, et elle a été créée pour accompagner les jeunes mineurs étrangers isolés, c'est-à-dire des jeunes souvent qui viennent d'Afrique de l'Ouest, qui se retrouvent dans une brèche en fait, c'est-à-dire que l'État dit qu'ils ne sont pas vraiment mineurs et refuse de reconnaître leur minorité, et par contre les autres associations disent qu'ils sont mineurs puisqu'ils ont des papiers mineurs. Donc ils se retrouvent sans aide et donc sans droit ni à l'école, ni à travailler, ni à rien faire. Donc elle a été créée au début pour accompagner ces jeunes, leur créer des activités, pour éviter qu'ils se retrouvent seuls à la gare. Souvent ils se retrouvaient à la gare tout seuls, démunis. Et du coup on a commencé à les aider comme ça. D'accord. Et quelle est la tranche d'âge, par exemple, des mineurs en fait, qui viennent... On a des jeunes qui ont des papiers de 14 ans, et puis on s'occupe aussi maintenant des jeunes majeurs. Donc ils ont 18, tout juste majeurs, et donc on essaie de préparer leur futur en France, sur le territoire français. Du coup, ça concerne que les étrangers? Oui. D'accord. Et est-ce que vous rencontrez des difficultés dans votre association? On a de plus en plus de jeunes. On traite en ce moment 120 dossiers, en fait, 120 jeunes à peu près. Et on est peu de bénévoles, donc oui, on est en recherche de gens. D'accord. Est-ce que vous arrivez à trouver des solutions adéquates dans différentes situations au niveau des difficultés? Oui, on a de plus en plus, on arrive à être connus de plus en plus, donc il y a de plus en plus de gens qui veulent venir nous aider. Donc, on se met aussi à se coordonner avec toutes les associations de Poitiers qui travaillent avec les migrants, même adultes. Donc comme ça, on commence à connaître pas mal d'autres associations. Et comment, par exemple, moi, si demain j'ai envie de devenir bénévole, quelles sont les démarches à faire pour intégrer l'association? Il y a plusieurs possibilités. Soit je peux te donner le flyer. D'accord. Et du coup, il y a l'adresse email. Tu peux nous écrire. Sinon, sur le Facebook de Mine de Rien 86, tu peux nous écrire aussi. On répond assez régulièrement. Et puis, sinon, venir nous voir, rencontrer les jeunes le lundi ou le vendredi après-midi, ici, au rez-de-chaussée de la Maison de la Solidarité. Et est-ce que vous pouvez me donner les plages horaires exactes? Oui, de 14h à 18h le lundi. Est-ce qu'il y a une possibilité en fait d'évolution pour un bénévole de devenir salarié par exemple? Tant qu'on n'a pas de subvention conséquente, il est impossible d'avoir des salariés. Tout ça, c'est une question de sous, comme toute association qui se respecte. Et comment vous faites pour financer en fait l'association? On crée des événements. On crée des événements de clitoris party notamment, qui se passent 2 ou 3 fois par an au plan B, à la maison des étudiants à la fac, et puis dans d'autres endroits, les drop and shop en ville. Et les femmes que nous protégeons font des gâteaux, font des bijoux, etc., que nous vendons pour financer nos frais d'association, entre autres, et nous sommes aussi subventionnés, enfin, nous avons quelques subventions.
Et est-ce que vous créez des événements, faites des petits ateliers pour... Oui, alors il y a des ateliers sociolinguistiques, théâtre, self-défense, danse, et puis théâtre. Alors j'ai dit théâtre, self-défense, danse, sociolinguistique, et puis il y a les cours d'alphabétisation. Cours d'alphabétisation. Quels sont les autres événements que vous mettez en place? Alors, on a oublié de dire, et ça c'est quand même capital pour notre association, qu'on a créé grâce à une bénévole qui fait partie, qui est metteuse en scène dans la compagnie Tête à Corps. Donc, elle a animé un atelier théâtral avec les femmes victimes de la prostitution et aussi avec des habitantes de Poitiers et des bénévoles de notre association. Et d'après les réactions que nous avons eues du public, des spectateurs, ça a changé leur vision sur la prostitution qui est devenue un peu plus positive. On n'emploie plus le terme de prostitution parce que c'est vraiment un terme qui a une connotation négative. On emploie maintenant le terme de victime de la traite humaine, parce que la plupart de ces femmes, à 99% on va dire, sont victimes de proxénètes, sont victimes de ce qu'on appelle la traite humaine. Et ça, c'est un motif important pour nous, contre lequel nous luttons. L'association a été créée en 2000, donc ça fait 18 ans. Comment, dans votre association, quelle est votre mission particulière? Les missions de l'association, c'est la finalité, c'est le vivre ensemble, mais c'est d'abord une association qui aide pour faciliter l'intégration des personnes qui arrivent nouvellement sur Poitiers et qui se sentent perdues dans leur environnement. Mais comme tu m'as posé ta question, c'est que l'association a été créée en 2000 à l'initiative des femmes d'ici et d'ailleurs, pour briser l'isolement. Et très vite, l'association commence à être sollicitée par les professionnels du social parce que sont arrivés massivement dans les années 2000 des familles guinéennes, mahoraises, beaucoup de communautés. Et la particularité, c'est qu'ils ne maîtrisent pas très bien le français. Et donc du coup, ils ont cherché des relais. Et c'est comme ça que Sansa s'est mis à faire de la médiation. On organise... on appelle ça Vitabut. C'est un tournoi de foot avec la société de transport en commun qui s'appelle Vitalis. Un sourire, un peu de son temps ou du réconfort, c'est contribuer à un monde plus humain. Donner au Secours catholique. Alors, je veux savoir la date de création du Secours catholique. Alors, le Secours catholique, il a été créé en 1946, au mois d'octobre 1946. Donc ça fait 70 ans, on a fêté les 70 ans l'an dernier. Alors, d'où vient cette création du Secours catholique? Ah, c'est une bonne question. Le Secours catholique, c'est un service d'église. Donc, on ne l'a pas évoqué dans l'échange tout à l'heure. On est un service d'église, un prêtre notamment, qui a eu l'intuition de regrouper ce qui était une association de solidarité internationale, le Secours catholique international, et ce qu'on appelait dans les années au lendemain de la guerre l'aumônerie générale prisonniers de guerre. Et c'était dans l'idée au lendemain de la guerre, dans l'élan de reconstruction de la France, d'apporter un peu secours à cette population qui avait été victime de la guerre et qui avait de nombreux besoins. Donc du coup, le Secours catholique s'est très rapidement constitué à travers des délégations partout en France. Je veux savoir, est-ce qu'il y a des salariés dans votre association? Alors l'association, oui, elle a des salariés. Le Secours catholique, c'est avant tout 66 000 bénévoles pour un peu moins de 1000 salariés. Donc c'est vous dire qu'on est avant tout une association de bénévoles. En Poitou, Vienne et Deux-Sèvres, on est 7 salariés pour à peu près 1100 bénévoles. Et au niveau géographiquement, on est présent sur toute la France. Oui. Relire avec eux un peu leur action, faire le point, réorienter leur action, changer. Parfois, ce qu'on fait, c'est plus adapté. Donc, c'est bien d'arrêter et puis de faire autre chose. Et c'est comme ça que de nouveaux projets arrivent. Des boutiques solidaires, des réseaux de transport solidaire. Sur Montmorillon, on a, par exemple, la coiffure solidaire, un salon esthétique solidaire.
Quelles difficultés vous faites face? Alors on est assez présent du coup sur le territoire. On a depuis quelques années un infléchissement des dons. C'est-à-dire que, je vous le disais tout à l'heure, on vit sur la générosité du public. Sauf que cette générosité, elle est de plus en plus fragile. Donc ça veut dire que voilà, on va être de plus en plus confronté à des contraintes financières. Ça c'est une difficulté. Une difficulté aussi, c'est d'arriver à... c'est à la fois une difficulté, c'est aussi notre projet, c'est d'arriver à mobiliser des personnes pour monter des projets de solidarité. Le trou de mémoire. Il n'y a pas que moi qui stresse. Ça tourne toujours. Moi je stresse pas si j'ai un trou de mémoire. Mémoire. Alors on a plusieurs sources de financement. On a une première source qui est l'État, à travers le ministère de Jeunesse, enfin le secrétariat d'État Jeunesse, j'ai oublié le nom parce qu'il change beaucoup. donc à travers l'État, la région Poitou-Charentes, la région Nouvelle-Aquitaine, je recommence, parce que du coup, je sais plus comment s'appelle le nouveau ministère. Je me demande si c'est pas Éducation nationale, moi. Et votre association, pourquoi on appelle Secours catholique? Sans A. L'association s'appelle Sans A. On est dans les bâtiments, simplement. Mais l'association, voilà. Et, par exemple, la date de création.